Merci Fatoumata Seindir pour le journal de 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Et vous êtes dans la 4e et dernière partie de votre magazine L'édition du soir. Le magazine L'édition du soir, nous sommes avec Issa Tine pour la rubrique Vue du Net. Issa, bonsoir. Bonsoir Aïcha, bonsoir à tous. Et c'est pour parler de quoi exactement? On va parler de la hausse des prix de l'électricité, mais également une hausse à hauteur de entre 6 et 10%. Une hausse très fustigée par les internautes, surtout Moustapha Diakhaté, qui a déclaré qu'il y a 3000 agents à la Sénélec qui se partagent entre 60 milliards de francs CFA de masse salariale, et c'est trop pour lui. Mais également, il y a l'autre Adama Gaye qui a également fustigé cette hausse du prix de l'électricité au Sénégal qui va entrer en vigueur le 1er décembre prochain. C'est donc dans quelques jours. Les pères de famille, préparez-vous. Mais la rubrique Vue du Net, ça sera détaillé sur ce plateau avec vous, Issa Tine. Vous aurez également la revue de la presse en ligne avec Safietou Cissé. Mais nous sommes également avec Monsieur Abdoulaye Ndoye. Il est secrétaire général du QSEMS. Avec lui, nous parlerons notamment de cette année scolaire qui risque d'être quand même mouvementée. Monsieur Ndoye, bonsoir. Bonsoir. Je crois que le sujet est d'une importance capitale. Tout à fait. Parce que l'école est au centre des préoccupations des sociétés modernes, anciennes, contemporaines et des sociétés futures. Donc parler de l'école, c'est normal parce que le développement, la croissance et l'émergence dépendent de la qualité des ressources humaines. Alors, pourquoi jugez-vous nécessaire de déposer un préavis de grève alors qu'on est juste à 2 mois de l'année scolaire? Oui, je vous remercie. Je dois dire que les enseignants, les organisations syndicales les plus représentatives dans le secteur de l'éducation et de la formation au terme des élections de représentativité, l'année dernière, c'était une année de pause. Nous avons donné la chance au gouvernement. Nous avons pensé qu'après la signature du protocole d'accord en date du 30 avril 2018, en présence du Premier ministre, au moins de 8 ministres du gouvernement du Sénégal. Donc le gouvernement du Sénégal était représenté en miniature de Madame le Président du Haut Conseil du dialogue social, Monsieur le Président du Comité du dialogue social secteur éducation, du directeur exécutif de la COSIDEP, des 2 associations de parents d'élèves et des 7 secrétaires généraux et leurs délégations. Nous avons pensé que le gouvernement, pour cette fois, allait honorer ses engagements. Mais au bilan, après plusieurs séances de concertation, parce que je rappelle que pendant les vacances, nous avons eu plusieurs rencontres, d'abord avec le Haut Conseil, le Haut Conseil du dialogue social, dirigé par Madame Innocence Ndiaye. Chaque année, il y a une session pour préparer la rentrée, mais également il y a des modules de formation. Ensuite, nous avons eu plusieurs rencontres avec le ministère de l'Éducation nationale. Nous avions dit que nous avons fini la négociation. Parce qu'un protocole d'accord, c'est la fin d'un processus. Quand on signe un protocole d'accord, ce qui reste, c'est la matérialisation. Mais aujourd'hui, au bilan, on s'est rendu compte que le niveau de matérialisation est très faible. Mieux, on ne sent pas la volonté politique de l'État pour régler. Parce qu'il faut une volonté politique. L'école doit être une surpriorité. Il faut une volonté politique. L'école ne doit pas être pensée en termes de sous ou d'économie. Parce que le développement de notre pays dépendra de la qualité de ses ressources humaines. Vous avez déposé un préavis, ce qui veut dire que vous avez alerté. Est-ce que l'État est réceptif? Nous avons déposé le préavis le 6 novembre 2019. Mais avant ce préavis, nous avons déposé une lettre d'alerte. C'est une tradition au QSEMS. En début d'année, nous adressons une lettre d'alerte au chef du gouvernement. Mais étant donné que le poste de Premier ministre a été supprimé, maintenant la lettre a été adressée directement au président de la République. Nous avons eu des informations qu'il a reçu la lettre. C'est bien. Maintenant, ce que nous attendons, c'est la matérialisation des accords. Parce que le Sénégal, depuis 1962, est passé du bicéphalisme à un régime présidentiel fort. Depuis 1962. Aujourd'hui, c'est un régime présidentiel fort. Toutes les décisions se prennent à la présidence. Et vu l'importance de l'école, les enjeux que représente le système éducatif, je crois que le président doit aujourd'hui monter au créneau, parce que c'est son gouvernement qui a pris des engagements pour régler les problèmes de l'école. L'école, aujourd'hui, l'école traverse
des moments difficiles. Bon nombre d'enfants, leur scolarisation est précaire. On peut décompter environ 6 000 abris provisoires. Il y a un déficit de formation à cause des politiques cyniques de recrutement, de formation et de rémunération à moindre coût. La conséquence, c'est que les enseignants s'appauvrissent et il y a une désaffection de ce noble métier. Il s'y ajoute également les conditions de travail. Je l'ai dit tout à l'heure. Classe pléthorique, cantinisation, des effectifs pléthoriques. J'ai donné l'exemple du lycée du CM de Darussalam à Thiès, où on m'a dit en 4e, ils ont 116 élèves. Dans la banlieue ici, les effectifs tournent autour de 80-90 élèves. La réduction des crédits horaires. Quand on n'a pas suffisamment de professeurs, on n'a pas suffisamment d'enseignants pour combler le déficit, au lieu de recruter des professeurs en quantité et en qualité, on réduit les crédits horaires. Un enfant qui doit faire 400 heures l'année se retrouve avec 250 heures. Donc on peut dire que les revendications ne sont pas tout simplement pécuniaires. Non, exactement. On a besoin même de savoir ce qui a été mentionné comme revendication, surtout les points phares de votre préavis de grève. Quelles sont les revendications? Très bien. Mais vous savez, pour mieux comprendre les revendications, il faut marquer un temps pour faire un diagnostic objectif. J'ai parlé de la scolarisation, j'ai parlé des sureffectifs, mais également, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la démotivation des enseignants. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants sont en train de quitter le système éducatif pour aller ailleurs. Tout cela, si vous faites les statistiques du nombre de demandeurs de mise en position de stage, de mise en disponibilité, de démission et de détachement, vous vous rendrez compte de la désaffection du métier. Et c'est extrêmement grave. Maintenant, quelles sont les revendications phares? La première revendication est relative aux lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Plusieurs années, les enseignants restent 5, 10 ans, 15 ans sans avoir leurs actes d'intégration, de validation, de radiation, les actes d'avancement. En principe, quand je suis à Thiès, je dépose mon dossier à l'IF de Thiès ou à l'IA, je n'ai pas besoin de venir à Dakar pour vérifier est-ce que le dossier a été transmis. Malgré l'organisation d'opérations coup de poing, des guichets uniques, les lenteurs demeurent. La dernière rencontre que nous avons eue en présence de monsieur le ministre Cheikh Kanté et madame le ministre Mariama Sarr, nous avons pointé du doigt. Nous avons dit ce que nous attendons, c'est que tous ces actes coincés dans les circuits de signature, de visa, que ces actes soient signés. Parce qu'au moment où nous sommes au 21e siècle, on parle de nouvelles technologies de l'information, mais quand même, on ne doit pas aujourd'hui privilégier les dossiers physiques. On a lancé le processus de dématérialisation, mais le processus est encore timide. Et nous sortons d'un séminaire avec l'agence de l'informatique de l'État. Ils ont posé des problèmes financiers. Ils sont financés par l'USAID, mais encore ils ont besoin d'argent parce qu'ils veulent aujourd'hui connecter toutes les plateformes, la plateforme Giraffe, la plateforme CMN, pour que la dématérialisation soit effective. C'est ça la solution structurelle. Mais M. Ndoye, où en êtes-vous avec le monitoring dirigé par Cheikh Kanté? Justement, je suis dans le monitoring. Parce que le monitoring parle de ces points. Si tu prends les lenteurs, les conséquences de ces lenteurs, la première conséquence, c'est qu'aujourd'hui, sur 10 000 mises en solde prévues en 2019, nous sommes à 3 500 en fin septembre 2019. Sur le paiement des rappels, qui est une dette que l'État doit aux enseignants, aujourd'hui, le budget qui était réservé, une partie de ce budget risque de tomber en fonds libres à cause des lenteurs administratives. Mais ce qui fait mal aux enseignants, non seulement nos salaires sont surimposés, mais les rappels qu'on nous paye également sont surimposés. Nous avons posé le problème, on nous a même évoqué le logiciel au niveau de la solde. Donc ça, c'est des problèmes majeurs. Vous prenez la question du système de rémunération. Je l'ai dit, parce que depuis 2004 au Sénégal, nous avons constaté une dérégulation exponentielle du régime indemnitaire et des écarts salariaux alarmants. Et tout le monde était d'accord qu'il y a des sursalaires, les salaires étaient trop élevés. Au niveau des agences, il y a les contrats spéciaux. Et l'étude a été commanditée par le gouvernement du Sénégal. L'étude a été réalisée par le cabinet MGP Afrique. Nous-mêmes, nous avons rencontré celui qui a piloté l'étude. Au terme de l'étude, le constat est clair que c'est une opacité totale dans le système de rémunération. Deuxièmement, le système indemnitaire est inadéquat et inéquitable. Dans le secteur parapublic, il y a des salaires trop élevés. Je l'ai dit, il y a des agences où des directeurs perçoivent jusqu'à 17 millions de salaires. Donc nous avons dit l'alignement, parce que c'est ça la justice et l'équité. Quand on parle de justice sociale, le président de la République Macky Sall
parlait de justice territoriale. Justement, c'est à ce niveau que nous attendons le président. Mais la justice sociale. C'est possible d'aligner les indemnités. Par exemple, on peut prendre un exemple même, les magistrats, peut-être qui perçoivent une indemnité extrêmement élevée. Est-ce que ça peut être comparé aux indemnités des enseignants? Non, on ne parle pas de comparaison. Les magistrats méritent plus que ça. Les médecins méritent plus que ça. Je crois qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, c'est la justice. Parce que la guerre, ce n'est pas l'absence de conflit. Ce n'est pas le court intervalle entre deux guerres. Que dire de cette violence sournoise? Qu'est-ce que cette violence sournoise? C'est l'inéquité et l'injustice. Et toutes les guerres sont parties de ça. L'injustice et l'inéquité. Qu'est-ce qu'on a dit? Aujourd'hui, les agents de la fonction publique, au-delà des enseignants, réclament la justice sociale et l'équité dans le traitement salarial des agents de l'État. Le constat a été fait. Et d'ailleurs, le cabinet a fait des recommandations. Il faut aujourd'hui au Sénégal, tenant compte des déséquilibres, des dysfonctionnements, des disparités, de l'inéquité, il faut un régime indemnitaire, un système de rémunération juste, équitable, motivant, attractif. Et le groupe président, quand il nous a reçus, il a dit en sus de ça, même lui, il va commanditer une autre étude. Il est conscient des dysfonctionnements. Mais ce qui reste, il faut corriger. Mais après, il a essayé d'augmenter un peu et vous réclamez les alignements. Est-ce que c'est de ne pas vouloir reculer? Vous savez, nous sommes cohérents dans notre démarche. Ce que nous avons dit, on n'a pas parlé d'augmentation. Le Burkina Faso, le Sénégal ne peut pas faire moins que le Burkina Faso. Le même problème s'est posé au Burkina dans les mêmes proportions. Le président Kaboré a convoqué une conférence nationale et la question a été vidée. Ce que nous attendons. Il ne veut pas peut-être quitter le pouvoir. Non, moi je ne cherche pas à justifier. Je fais un constat. Moi je suis un historien. L'historien constate. Nous avons constaté, ça c'est un constat, ce n'est pas des inventions. C'est une réalité. Ça a été fait au Burkina. Ce que le Burkina a fait, le Sénégal peut faire mieux. Mieux. Nous sommes dans un contexte où on nous parle de ressources pétrolières et gazières. On nous parle des métiers du pétrole. Ça veut dire qu'il y a des ressources. Dans les pays où il y a du pétrole, non seulement on règle les problèmes des générations présentes, mais on prévoit les générations futures. Aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, je l'ai dit, il y a un déficit de profs en maths, en espagnol, en philo. Vous savez pourquoi? Mais les gens sont en train de quitter. Il faut que les parents le sachent. Et ça va impacter sur la qualité des enseignements apprentissages. Parce que dans tous les pays du monde, ce sont les meilleurs qui sont affectés dans le système. Monsieur Ndoye, vous négociez en ce moment et vous voulez aller en grève, c'est-à-dire vous avez déposé un préavis. N'est-ce pas un aveu d'échec? Non, nous ne sommes pas en train de négociation. La négociation est terminée. Le monitoring est arrêté. Non, attendez. Il y a une différence entre la négociation et le monitoring. Le monitoring, c'est la revue, le niveau de matérialisation. La négociation, c'est les discussions. Quand on a négocié en 2018, au terme de la négociation, cette négociation a été sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord, avec la signature des secrétaires généraux, des membres du gouvernement et de Madame le président du Haut Conseil du dialogue social représentant les médiateurs ou bien, si vous voulez, la société civile. Maintenant, qu'est-ce qui reste? C'est la matérialisation de on n'est pas en train de négocier. Ce que nous attendons, nous, c'est que les délais consignés dans le protocole d'accord, les engagements pris par le gouvernement, souscrits par le gouvernement à l'endroit des organisations syndicales, du peuple sénégalais, des élèves, des enseignants, que ces engagements soient respectés. Au bilan, je vous donne un exemple. Le reversement des MEPS dans le corps des professeurs de collège d'enseignement en EPS. Il faut modifier 2 décrets. Le décret 77 1177 du 30 décembre 1977 et le décret 803-2018 du 30 avril 2018. Mais jusqu'à présent, depuis 2007, nous courons derrière ces décrets. L'autre aspect, ceux qui ont subi une formation diplômante au CNEPS de Thiès, ils ont fait la première année. On leur a dit, on ne peut pas, jusqu'à présent, ils n'ont pas démarré la deuxième année parce que le ministère n'a pas encore fait la commande. Mais ça, c'est des problèmes. Le paiement des rappels. Mais je l'ai dit tout à l'heure, non seulement il y a la surimposition. Vous prenez les prêts d'EMC.
c'est des prêts que le gouvernement avait accordés aux enseignants. L'engagement pris l'année dernière n'a pas été respecté. Mais est-ce que... Je termine. La professionnalisation des chefs d'établissement, je veux parler des principaux, des proviseurs. J'étais dans le bureau d'un proviseur à Thiès. Mais on ne peut pas mettre 3 chaises dans le bureau. C'est le CM Darussalam. On ne peut pas mettre 3 chaises. C'est tout sauf un bureau. Et nous avons demandé la création du corps des administrateurs scolaires. Parce qu'aujourd'hui, vous avez, sous la direction de ces chefs d'établissement, des budgets. Vous devez gérer des budgets, des ressources humaines, vous devez faire du management. On a dit professionnalisme. Laissez-moi sur cette lancée. Oui. Voilà, le temps est presque terminé, donc on va un peu aller plus rapidement. Est-ce que ce n'était pas une erreur d'aller négocier avec la première dame et après venir lever votre mot d'ordre sans voir gain de cause? Non, c'est parce que c'est vous qui n'avez pas compris. Je suis désolé. La première dame ne négocie pas, elle fait de la médiation. Il y a une différence entre la négociation et la médiation. Vous avez dit que c'était une négociation. Non, vous ne pouvez pas dire ça, vous êtes un journaliste. Le peuple, il y a ce qu'on appelle la rumeur. Ignacio de Ramonet, vous le connaissez? Donc c'était quoi? Non, s'il vous plaît, vous connaissez Ignacio de Ramonet? C'est le rédacteur en chef du Monde diplomatique. Il dit qu'il y a les sources de première zone et les sources de seconde zone. Il y a la rumeur. La rumeur n'est pas scientifique. Madame Marième Faye Sall, c'est la première dame, mais elle ne négocie pas. Tous les khalifes qui sont intervenus ont fait de la médiation. Tous les chefs coutumiers. Parce que dans un pays, un secteur aussi important, aussi sensible, qui engloutit 6% du PIB, 23%, j'allais dire 35% aujourd'hui du budget de fonctionnement, alors que la moyenne du PIB en Afrique, quand ce secteur est dans des eaux troubles, en tant que citoyen patriote, on doit se lever. Et tout faire pour trouver une solution. Elle a fait de la médiation. Ce que les gens n'ont pas dit, c'est que quand on quittait le palais, le président nous a dit, tenant compte de l'économie du pays, on ne peut pas dépasser 85 000 francs. Mais c'est avec la médiation de la première dame qu'on est passé de 85 000 à 100 000. Mais nous avons dit que cela ne tient. Ce qui est important pour nous, c'est encore moins l'augmentation, mais la justice sociale et l'équité, le traitement équitable et juste de tous les agents de la Mais Moussa Ndoye, aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas tombé sur votre propre piège? Plusieurs rencontres avec le gouvernement et toujours pas de résultat, comme le dit le groupe du G20. Oui, je crois que je vous ai donné les documents. Oui. Les élections, c'est le passé. Moi, je ne reviens pas sur ça. Moi, je suis là pour poser les problèmes des enseignants. L'autre disait, la face du monde a changé. Lorsque Montezuma, c'est un chef indien, a rencontré Hernán Cortés, c'est le Fanerbe de l'Amérique latine. Montezuma regardait Hernán Cortés comme quelqu'un à qui il faut rendre tous les honneurs. Mais Hernán Cortés le regardait comme quelqu'un qu'il faut éliminer et prendre ses richesses. Non, nous ne sommes pas tombés dans l'erreur. Patrice Émérite Lumumba était un tétéla. C'est ceux qui avaient l'art de la parole en Afrique. La parole est sacrée. En Afrique, les détenteurs de la parole, on pense que c'est les griots seulement. De la tradition, non, c'est les griots. C'est les chefs de caste. C'est la hiérarchie. Parce que c'est des civilisations de l'oralité. La parole est sacrée. Quand une institution, s'il vous plaît, quand une institution, comme le Premier ministre, le ministre des Finances, nous dit on a sécurisé 7 milliards pour aménager les actes de Kantène et de Lac Rose. Ce n'est pas fait. Quand on nous dit les mises en position du sage, d'ailleurs le directeur de la formation nous a dit lundi la liste sera disponible. Mais comme nous on a perdu notre naïveté, on attend lundi pour voir si la liste est disponible. Si on nous dit en juin 2018, on va donner au QSEMS des parcelles non viabilisées, on ne donne pas les trucs. Si on nous dit les prêts d'MC, on a débloqué 1 de milliards pour appuyer les prêts d'MC. On va payer tous les rappels avant 2020. Devant le Premier ministre, devant le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'éducation. Mais c'est un problème de crédibilité de la parole. Vous n'avez pas répondu à la question. Oui? Pourquoi vous avez levé votre mot d'ordre l'année passée sans pour autant être satisfait? Non, le QSEMS. Ce jeu de yo entre le gouvernement et les syndicalistes. Encore une fois, il faut que les choses soient très claires. Nous, on ne lève pas un mot d'ordre. Un syndicat, c'est une institution, c'est des instances. Vous, quand on est en grève, ce sont les instances qui nous disent déposer un préavis. Quand nous négocions, chaque jour après une rencontre, on fait le PV, on envoie à nos instances.
nous sommes à l'écoute de nos instances. Vous ne pouvez pas vous substituer à nos instances. C'est nos instances qui ont demandé de suspendre le mot d'ordre et nous avons suspendu. Merci, M. Abdoulaye. Je sais que Issa Tine rêve de cette question, mais l'heure nous coince également. Merci, mais vous accompagnez Issa Tine dans sa rubrique Vue du Net. Issa, rebonsoir. Bonsoir. Donc Aïcha, on va démarrer la rubrique Vue du Net. C'est la hausse du prix de l'électricité. 3 000 agents pour 60 milliards de masse salariale. Il est temps de faire le ménage de la Sénélec. C'est ce qu'a déclaré l'ancien député Moustapha Diakhaté avec la hausse de 6 à 10% du prix de l'électricité et une allocation de 125 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend faire supporter par les finances publiques et donc des sénégalais. C'est ce qu'a déclaré l'ancien ministre Moustapha Diakhaté. Donc on parlait directement Aïcha sur la Vue du Net et pour parler aussi de Mme Adama Gaye, donc qui a aussi donné son avis sur cette hausse du prix de l'électricité. Il déclare au début on nous parlait de mais Issa, laissons également notre invité donner son avis sur cette information, c'est-à-dire la hausse du prix de l'électricité. Vous revenez à la question essentielle. Oui. Quand dans un pays, les gens travaillent, payent des impôts, parce qu'on paye les travailleurs avec l'argent du contribuable sénégalais. N'est-ce pas? Oui. Mais quand on constate qu'il y a des écarts dans le traitement de ces agents, on fait une étude. Et c'est là l'intérêt de l'étude sur le système de rémunération. Mais moi, je n'accuse pas les agents de la Sénélec. Le responsable, c'est le gouvernement du Sénégal, à sa tête le président Macky Sall, qui a été élu pour prendre en charge les préoccupations du Sénégal. L'éducation, la santé, les conditions de vie des Sénégalais. Les Sénégalais ont déjà souffert. Les salaires sont indexés sur le coût de la vie. Si on augmente les coûts de l'électricité, ça va impacter négativement sur les traitements salariaux. Et tous les travailleurs vont se mobiliser pour faire face, parce qu'on ne peut pas accepter encore l'augmentation du prix de l'électricité. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit prendre conscience de cela, que les travailleurs ne l'accepteront pas, parce qu'aujourd'hui, c'est leur pouvoir d'achat qui est agressé. Et nous, ce que nous demandons, c'est une redistribution juste et équitable des ressources du pays, parce qu'il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a suffisamment d'argent pour subventionner la Sénégal. Commentaire d'Abdoulaye Ndoye du Kissem, c'est le secrétaire général, et on va parler juste de Adama Gaye, donc qui déclare, souvenez-vous, il nous parlait de Yono Yokote en termes Wolof, sous le feu d'une faillite générale. Ce n'est plus désormais que le sauve qui peut, et objectif également, colmater les brèches béantes qui s'ouvrent de partout. C'est ce qu'a déclaré Adama Gaye, ex-pensionnaire de Rebeuss. Un commentaire Aïcha, c'est celui de Imam Makhtar Kanté, qui déclare merci pour ce genre d'analyse approfondie et holiste. Il faut qu'on se concentre sur les intérêts supérieurs de notre cher pays. À cette fin, il faudra se débarrasser de tout esprit partisan et donc des intérêts personnels. C'est ce qu'a déclaré Imam Kanté. Bouba Gueye qui déclare bonne analyse pour une société semi-étatique. Les abonnés paient leurs factures très salées à temps et il y a toujours des problèmes maigres, l'embeille financière dont on nous parlait quelques mois plus tôt, et la dernière loi de finances rectificative, c'est une question de Bouba Gueye et une autre personne également de commenter. Il s'appelle Sall Abdoulaye. Honorable, pendant longtemps on nous a parlé de mix énergie. De nombreuses centrales solaires sont installées dans le pays et au moment où on s'attendait à une baisse, on nous assomme d'un gourdin sur la tête avec une hausse prochaine de l'énergie. C'est ce qu'a déclaré donc Sall Abdoulaye et Mantouré, chargé de com de la Sénélec, donc de venir secourir la société. Elle déclare, pensez-vous sincèrement qu'on ait vraiment l'option de taper sur les consommateurs si toute décision est prise difficile, soit elle et elle, c'est le souci, c'est dans le souci de bien faire. C'est ce qu'a déclaré Mantouré et également Aïcha.
On va directement pour attaquer la fête de la Sénélec. C'est aujourd'hui le 22 novembre. Sénélec qui organise donc un dîner de gala avec comme artiste Youssou Ndour. Mais c'est ce qui a soulevé l'ire des internautes car Bergerie a déclaré nit ñi di jooy la hausse d'électricité de 10%. Yéen ngeen di yaata yumbe pour dire que c'est donc de la fête totale au moment où la population souffre beaucoup de cette hausse du prix de l'électricité. C'est la fin de la rubrique Vue du Net. En tout cas, ils ont choisi une mauvaise date. Et attaquons directement le dernier virage de cette édition, la revue de la presse en ligne, signée Safiatou Cissé. Bonsoir. Ouvrons avec Dakaractu.com qui rapporte que les choses s'accélèrent au palais de justice de Dakar dans l'affaire des faux billets impliquant l'ancien député Seydina Fall Dibougazeli. Selon des informations de Libération Online, lors de son réquisitoire transmis au doyen des juges, le procureur a requis le mandat de dépôt contre Bougazeli et compagnie. Sur un autre registre, Netali.com nous apprend que les enquêteurs de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants au Courtis ont franchi une étape décisive pour faire la lumière sur l'affaire des 750 kg de cocaïne saisis au large de Dakar. Selon nos confrères, aux dernières nouvelles, le patron d'une grande entreprise de la place est tombé et un directeur de la CFAO a été interrogé comme témoin. Pourquoi le rapport de l'autorité de régulation des marchés publics n'est toujours pas sorti? Cette question, selon Sénéweb, semble excéder le directeur général de l'institution. Sayer Niang, interpellé sur le sujet, il répondra par une autre. Encore une fois, ça pose problème à qui? Selon lui, il faut comprendre qu'en 2008-2009, le coût de la commande publique tournait autour de 600-700 milliards et que l'audit n'était pas difficile. Mais aujourd'hui, cela dépasse les 2500 milliards. Un ancien ministre nigérian de la justice impliqué dans l'un des plus gros scandales de corruption de l'histoire de son pays a été arrêté à Dubaï. En tout cas, c'est ce qu'a tenu à informer Jeune Afrique. Bouclons avec RFI Afrique qui livre qu'au Soudan, le président du Parti populaire du Congrès, Ali Al-Haj, a été interpellé ce vendredi à son domicile. Selon le coordinateur du comité légal des forces pour la liberté et le changement, il est inculpé pour son rôle dans le coup d'État qui a porté au pouvoir Omar El-Béchir en 1989. Merci à vous, Safiatou Cissé. C'est avec vous que se referme ce magazine à l'édition du soir. Merci également à vous, Monsieur Abdoulaye Ndoye. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je vous remercie. Je voudrais remercier toutes nos militants, sympathisantes, sympathisants qui nous suivent et encourager encore les enseignants, leur rendre un vibrant hommage, mais dire au gouvernement, si nous voulons un système éducatif stable, il faut revaloriser le statut de l'enseignant. Il faut solder le passif en respectant les accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Il faut un système de rémunération juste, équitable, rénové, attractif. Il faut faire de l'école une priorité parce que justement l'école et la santé sont les secteurs qui impulsent le développement. Et je voudrais le dire, nous syndicalistes, pour paraphraser Wilson Churchill, il disait le succès ne dure pas, l'échec ne tue pas. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage de poursuivre la lutte. Et nous, militantes, militants, sympathisantes, sympathisants du QSEMS, nous avons aujourd'hui le courage de poursuivre la lutte pour sauver l'école sénégalaise, mais pour le devenir de la nation sénégalaise. Merci, Monsieur Abdoulaye Ndoye. Il était notre invité et c'est le secrétaire général du QSEMS. Merci également à vous, Issatine. Merci à vous, Aïcha. À lundi prochain avec Moustapha Diop. Moustapha Diop, d'ailleurs, que nous remercions pour la réalisation et la coordination de cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui était derrière moi. Je veux citer les dames. D'abord, Mami Kanté pour ces très belles images. Cher Tidjane Ndiaye, Serine Aline Keita, Amdi Sidibé du côté de la réalisation technique. Retrouvez le reste du programme dans votre émission Grand Soir, comme tous les vendredis, avec Ramatoulaye Sarr et toute son équipe, comme tous les vendredis. Bien à vous et passez une très bonne soirée.